Nous allons maintenant écouter le deuxième duel, la plume plutôt que le pavé. Et nous allons commencer avec Boris Brice-Legba, candidat du réseau Paris 1 AUF, qui est étudiant en deuxième année de thèse de biochimie, microbiologie et pharmacologie à l'Université des sciences et techniques d'Abomey-Calavi, encore à Cotonou, au Bénin. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Chanta-t-il, effronté jusqu'au seuil du paradis. Petit être joyeux, gouailleur, débrouillard et attachant. Pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il bat le pavé, tentant de récupérer les cartouches non brûlées pour ses camarades insurgés, en chantant ce refrain pour narguer les gardes nationaux, jusqu'à ce qu'il soit atteint par une âme, par une balle, plus traître que toutes celles qu'il avait jusque-là habilement esquivées. Rébellion chevillée au corps, révolution dans l'âme. Archétype du gamin de Paris n'a pu résister au pavé. Voltaire et Rousseau, quant à eux, ont crayonné la révolution par leurs plumes avant-gardistes qui préfiguraient le soulèvement populaire. La plume plutôt que le pavé, la fin tragique de Gavreche sur les pavés de Paris lors de l'insurrection républicaine de juin 1832, maté qui plus est par Louis-Philippe et qui se solda par un échec, ne fait donc plus de doute sur l'option à privilégier plutôt la plume de Voltaire et de Rousseau que le pavé funeste de Gavreche. Dans un monde où les uns capitalisent leur confort sur les efforts des autres, pendant que ces derniers aspirent à accéder à ce confort par leurs efforts, revendications récurrentes et luttes permanentes ont pris la place pour manifester de façon permanente la révolution, qui bien souvent a fait déferler dans les rues des masses pour malheureusement peu de succès. C'est ainsi qu'en 1831, les canus ouvriers de la soie optèrent pour le pavé en scandant « Vivre en travaillant, mourir en combattant » pour protester contre la réduction du tarif à cause de la modernisation des machines à tisser. Le même sort fut réservé à la commune de Paris, qui fut écrasée, et les communards exécutés en max en 1871 au thème de la semaine sanglante. Tout porte à croire que le pavé peut bien souvent se solder par des échecs. Et même les versions de l'histoire dans lesquelles Bac le macadam a porté des fruits et fait bouger les lignes étaient avec contrepartie des sacrifices suprêmes. 7 martyrs et des centaines de blessés n'ont-ils pas payé de leur sang l'amélioration des conditions des étudiants et des travailleurs en mai 68? Cette victoire à la Pyrrhus illustre aisément à quel point le pavé peut se révéler un couteau à double tranchant. Dans ces conditions, faut-il continuer à opter pour le pavé quand on peut aboutir à des résultats similaires, voire meilleurs, par la plume? La plume, bien qu'un simple outil d'écriture, a été depuis la nuit des temps l'épée utilisée par les écrivains pour lutter contre les inégalités. Les mots peuvent blesser, choquer, dissuader, persuader, plus qu'un contact
physique. C'est ainsi que la négritude, mouvement politique et littéraire, porté par Césaire, Senghor et Damas, fut une arme puissante contre la colonisation. On peut donc dire que la plume peut souvent bien être plus tranchante que l'épée et d'une puissance redoutable. J'accuse deux mots, simplement deux mots, mais un retentissement historique dans la société française du début du XXe siècle, secoué par le procès du capitaine Dreyfus. Le célèbre pamphlet de Zola a été le pavé jeté dans la mare de l'injustice, qui conduira à la révision du procès et plus tard à l'acquittement du capitaine Dreyfus. Verba volent, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et oui, il faut aussi reconnaître que la plume peut durer dans le temps. Ses effets peuvent transcender des générations et faire porter son message de façon permanente, alors que l'action du pavé reste instantanée et limitée dans le temps. Et si l'ombre d'un doute persiste encore dans vos esprits sur le pouvoir de la plume, il ne me suffirait qu'à convoquer Malala Yousafzai, prix Nobel 2014 de la paix, pour dissiper vos appréhensions. Il n'y a pas de plus grande âme que la connaissance, ni de plus grande source de connaissance que l'écrit, affirme-t-elle. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos âmes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Pour ma part, j'espère, par ma plume, ne pas avoir besoin de prendre les pavés de Paris pour emporter la religion de la Sorbonne. Alors, pour la négative sur ce sujet, la plume plutôt que le pavé, nous allons maintenant écouter Madame Romane Brière-Rome, qui est étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en double licence, sciences politiques, philosophie, en première année. Douce et agréable, la petite étendue d'eau paisible devant vous vous offre un moment apaisant, stable et reposant. Sous l'ombre des sols pleureurs, vous êtes assis et contemplez cette eau aux couleurs de vos pensées dans lesquelles vous êtes si joliment plongés. Mais soudain, votre nez se met à vous chatouiller, pollens et graminées tentent de vous faire éternuer. Vous devinez alors la fragilité de cet équilibre. La nature n'est jamais aussi menaçante que lorsqu'elle est au repos. Le temps se fige, l'espace se cristallise, l'urgence se dessine et l'imminence se fait sentir. Et oui, l'agréable est fragile et le calme fébrile. Malgré les flots harmonieux et la tranquillité de l'eau, tout à coup, un pavé tombe dans la mare. La grosse pierre agite l'eau qui remue de vaguelettes en propagation. L'écume des ondes que le pavé a jetées perturbe alors l'équilibre prédéfini. Il dérange les principes établis. Le pavé, mesdames, messieurs, fait scandale. Il bouscule les habitudes toujours bien trop tranquilles. Une marée par ses ondes vous inonde et en quelques secondes, la mare limpide est transformée en marécage boueux, en océan déchaîné comme un tonnerre impétueux. Mais comment ne pas voir la qualité constitutive de ce bouleversement? Et oui, toute avancée n'est-elle pas rupture de l'habitude? Les évolutions majeures ne sont-elles pas l'œuvre de ceux qui ont osé prendre le contre-pied? Il n'y a qu'en refusant le nucléaire que l'on pense aux éoliennes. Il n'y a qu'en refusant le Minitel que l'on crée Internet. Il n'y a qu'en refusant la plume qu'on laisse nos cours se couvrir de nos bien-aimés stabilos.
Avancer et créer, ce n'est que penser à une facette inexplorée. L'art abstrait arrive après le réalisme. Le pop art cherche à contrer la société de consommation. Et finalement, l'art, la création, n'est que permanente remise en question. Ainsi, le pavé incarne cette révolution en ce qu'il bouscule notre environnement, formate notre réalité et réinitialise nos processeurs. Alors oui, la plume vous fait frissonner, mais le pavé, lui, vous fait clairement bouger. Le pavé constitue la force qui ne s'oublie pas. C'est la force motrice de la vie. Il nous rappelle combien lâcher la rampe est nécessaire pour monter les marches, combien un peu de risque est nécessaire pour devenir artiste. Le pavé est la perturbation qui ne peut pas être ignorée. Celle qui se fait entendre sans même crier. Le pavé frappe fort, mais il frappe juste. Prenez garde à ne pas tomber dans cette bataille de confusion, de la force et du manque de précision. Le pavé choisit sa cible. Il tombe à pic et vise tout pile. La plume s'envole, n'arrive pas à bon port. Elle se perd au vol, en chemin. Quand le pavé, lui, ne passe pas par 4 chemins, il ose là où la plume se contente de prudemment essayer. Sachez que si vous voulez briser une vitre, une grosse pierre marchera toujours plus que 1000 petits cailloux. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer combien est-ce qu'il serait inefficace de chercher à briser cette vitre à coups de plume. Alors assurément, mon contradicteur a soulevé un point non négligeable. C'est que les écrits de Rousseau ou de Voltaire restent. C'est vrai. Moi aussi, j'aime écrire. J'aime les mots et j'aime dire. Mais je les aime tant qu'une plume ne me suffit pas. Pourquoi se contenter d'une seule plume quand vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 1000 plumes? Pourquoi quelques mots quand vous pouvez en avoir une infinité? Pourquoi quelques phrases quand vous pouvez écrire un pavé? Et oui, mesdames, messieurs, le pavé, c'est aussi ce long message que vous bouillonnez d'envie d'envoyer, comme si vous souffriez d'une incontinence verbale. Le pavé est le message si lourd qu'il écrase. C'est une fougue franche et sincère, peu soucieuse d'une réception que l'on exigerait favorable. Le pavé ne s'embarrasse pas d'interminables concertations et préfère exprimer haut et fort ses convictions. Avec le pavé, vous ne risquez pas de vous faire plumer. C'est une déclaration sans rétraction, alors que la plume tâtonne, la plume demande la permission, elle est tatillonne. Dès lors, je défends le pavé face à la plume, comme je défends l'aveu franc face à l'hypocrite conversation. Je pense que je dois vous avouer quelque chose. Je suis étudiante en première année de philosophie et pour nos partiels, on nous demande toujours d'écrire entre 4 et 100 pages. Et je me suis toujours demandé pourquoi un nombre minimal de pages était obligatoire, alors qu'honnêtement, certaines questions, j'avais l'impression de pouvoir y répondre en quelques mots, allez, quelques phrases. Par conséquent, quand on m'a donné ce sujet, de ma part, une certaine réflexion, une certaine introspection était exigée. Et maintenant, j'ai compris que la vérité et le chemin pour y parvenir ne sont jamais trop exposés. Non, la vérité est la seule qui ne souffre jamais de redite. S'il y a bien un message qui peut se répéter, s'entendre encore et encore, s'écouter sans que jamais personne n'en soit lassé, c'est bien celui qui lève le voile sur notre réalité. Alors oublions notre esprit de synthèse, qui résume donc choisi. Or, choisir, c'est renoncer. Et j'aimerais ne jamais avoir à renoncer à déclamer ce que j'ai envie de dire. La plaidoirie n'est jamais finie. Alors empoignons la plume, mais dépassons sa trop légère structure pour la faire parvenir à ce qu'elle ambitionne le plus, achever un pavé. Un pavé qui ne sera pas aussi léger qu'une plume, mais qui, lui, ne s'envolera pas et demeurera là, présent, inébranlable. Juste là, sur la 3e étagère de votre bibliothèque. Alors, si les écrits restent longtemps, les pavés demeurent éternellement.
Les pavés de la belle entrée du stade d'Olympie, les pavés jetés place de la Sorbonne il y a 50 ans, ou ceux qu'arborent les jolies rues parisiennes, marqueront à jamais les esprits. Alors préférez l'efficacité plutôt que la frivolité. Allez droit au but, si le but, vous voulez atteindre. Car à coups de plume, c'est le vide que vous tentez d'étreindre. Mieux encore que l'épave qu'est la plume, le pavé ancre les esprits et réveille cette marée bien trop calme dans nos amphis. Ne dit-on pas que sous les pavés la plage? Alors, si le matin tu te lèves sans savoir où tu vas et que tu réalises que la plage n'est pas là, embrasse le pavé et rêve, oui, révolte-toi!